Bonjour à toutes et à tous. Nous débutons nos rencontres dans le cadre du Festival du Premier Roman et des littératures contemporaines avec un entretien avec Gérard Mandilla, donc, et cette table ronde est intitulée Honneur aux femmes, selon Gérard Mandilla. Bien. Il vient de publier un ouvrage, Ces femmes-là, précisément. C'est de cela que nous allons discuter ensemble. Ces femmes-là dont il dit, je le cite, qu'elles représentent justement la part réelle, la plus engagée, la plus courageuse et la plus déterminée de notre société. Magnifiquement, justement dit, c'est bon. N'en déplaise à ceux aux tenants qui tiennent à la domination masculine. Auteur de nombreux romans et essais, c'est vraiment une liste assez importante, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Il est aussi cinéaste, vous le savez. Il a réalisé des fictions, des documentaires, et je vous le rappellerai tout à l'heure, il a, dans l'après-midi à 13h30 à l'avant-scène, vous pourrez voir son film Mélancolie ouvrière, une fiction historique. Bien. Avant de commencer cet entretien, je voudrais citer Albert Camus, qui disait que l'ambition de l'écrivain est, je le cite, témoigner et crier chaque fois qu'il est possible, dans la mesure de notre talent, pour ceux qui sont asservis comme nous. Et il ajoutait, je le cite, « Je ne peux m'empêcher d'être tiré du côté de tous les jours, du côté de ceux, quels qu'ils soient, qu'on humilie, qu'on abaisse, non par vertu, mais par une sorte d'intolérance quasi organique. » Et j'avais envie de commencer par ces mots d'Albert Camus, parce qu'il me semble vraiment que c'est votre démarche. Oui, bonjour, ça me fait plaisir de vous voir, si nombreux, à Laval, sous une grande tente. Commencer avec Albert Camus, c'est commencer en bonne compagnie. Non, c'est vrai que je suis convaincu, surtout dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui en France, que je compare à bien des égards à la situation qui était celle des écrivains, des cinéastes en Angleterre à l'époque de Margaret Thatcher. Je pense qu'aujourd'hui, la véritable parole d'opposition, et je ne parle pas simplement d'une opposition politique, je ne veux pas réduire ça à l'opposition politique, mais comment penser autrement, comment imaginer un autre monde possible, comment le faire. Une opposition philosophique, si l'on veut, mais politique aussi, bien entendu, à mon sens, doit passer nécessairement par les écrivains, les romanciers, les dramaturges, les poètes, les peintres, les musiciens, les chanteurs, etc. Parce que la parole politique, on peut le constater tous les jours, où elle est paralysée, où elle est corrompue. Donc c'est très difficile de trouver une expression de ce qui est finalement notre vision du monde. Ça ne peut pas passer par ce canal-là. Et je me souviens qu'à l'époque de Margaret Thatcher en Angleterre, les grands opposants à ce qu'elle faisait ont été Harold Pinter, Alan Sillitoe, John Berger pour les écrivains, mais aussi Elvis Costello, mais aussi les punks, mais aussi les cinéastes qui ont permis justement un regard sur le monde qui échappait à la mainmise de la propagande gouvernementale très largement relayée par les médias qui étaient là aussi directement liés au pouvoir politique. Et j'ai toujours en tête une chose que m'avait raconté un père dominicain de l'école biblique à Jérusalem. Vous allez voir, ça vient de loin. C'est un petit apologue juif que je trouve extraordinaire, surtout je trouve qu'il décrit à merveille ma façon de penser l'écriture et le cinéma. L'apologue est le suivant. C'est l'histoire d'un juif très bien de sa personne, très riche, plein d'humour, qui tous les jours se regarde dans un grand miroir et se trouve toutes les qualités de beauté, d'intelligence, de fortune. Jusqu'au jour où passe un rabbin, et le rabbin efface le teint du miroir. Il enlève le teint du miroir.
Et soudain, ce juif si bien sa personne, si prospère, si élégant, découvre la réalité du monde. Eh bien, je crois que c'est ça, le travail aujourd'hui de l'écrivain et du cinéaste, c'est d'effacer le teint des miroirs que la société nous tend à chaque coin de rue, j'ai envie de dire, puisque quand même l'idéologie majoritaire est de dire regardez-vous vous-même, ne regardez pas ce qui se passe, regardez-vous dans ce miroir et trouvez-vous toutes les qualités que vous voulez, mais n'essayez pas de voir au-delà du miroir. Moi je crois qu'aujourd'hui, eh bien, dans la situation qui est la nôtre, c'est le travail des écrivains et c'est le travail des cinéastes. Et je crois d'autant plus que le roman en particulier est à mes yeux le dernier lieu d'expression réellement libre. Parce que si on regarde du côté du cinéma ou de la télévision, on peut toujours vous opposer le mur de l'argent, on ne demande pas de le faire. C'est trop cher, ça n'intéressera personne, etc. Ou il y a Ken Loach, une fois pour toutes. Donc, il y a toujours ce mur de l'argent qu'on peut vous opposer. Du côté des médias, la démonstration a été faite et refaite. Les médias, les principaux médias, télévisés, radiophoniques et la presse écrite, sont aux mains de 8 ou 9 milliardaires propriétaires d'entreprises. Et si l'information n'y est pas au sens strict censurée, on peut être certain qu'elle est très largement contrôlée, et peut-être même contrôlée de l'intérieur par ceux-là même qui devraient avoir un esprit critique. Donc, il y a comme deux falaises impossibles à franchir, puis il reste le roman. Alors le roman, et là ça rejoint la grande tradition française dont Victor Hugo est le sommet indépassable, le roman c'est comme un torrent parce que ça permet de véhiculer de l'histoire avec un grand H, des histoires, du pouvoir, du devoir, du savoir. Enfin, c'est quelque chose qui peut regarder le monde comme aucune autre forme littéraire peut le regarder. Je reviens à Victor Hugo parce que c'est le meilleur exemple. Dans Les Misérables, il veut faire un dictionnaire de l'argot, il y va. Dans un roman, il a un dictionnaire. Dans 93, à un moment, son personnage traverse la Bretagne et la Normandie. Vous avez 4 pages d'onomastique, le nom de tous les lieux qu'il traverse. Bon, ça veut dire qu'on peut se saisir du monde par le roman et surtout, ça peut être à ce moment-là un outil, voire une arme critique sur le réel. Et moi, je pense être un écrivain réaliste, c'est-à-dire un écrivain que la réalité dérange, et qu'il y a cette nécessité de dire, de nommer les choses par leur nom, parce qu'on vit aussi dans une société qui, sans arrêt, essaye de nous enfermer dans son langage. Hein, je ne vais pas faire la démonstration, mais le sommet de cet enfermement étant de nommer plan de sauvetage de l'emploi des plans de licenciement. C'est exactement le contraire d'appeler les syndicalistes des partenaires sociaux. Les partenaires de quoi? Non, ce sont des adversaires. Donc on essaye de nous enfermer dans ce langage et pas besoin d'avoir lu Clausewitz pour savoir qu'il ne faut pas parler la langue de l'adversaire. Et le roman, justement, doit aussi inventer son langage, inventer sa forme, inventer sa grammaire, ne pas reproduire, justement, les formes que l'on voudrait nous imposer par ailleurs. Alors justement, vous parlez de deux choses importantes. L'écrivain, le créateur, c'est s'emparer du réel, donc précisément pour le transformer, transfigurer, mais aussi, et là on le voit très bien dans ce roman, ces femmes-là, c'est, vous nous tendez un miroir qui est terrifiant, là, précisément, parce que nous, dans ces femmes-là, nous sommes dans des sociétés pratiquement totalitaires, mais c'est aujourd'hui, c'est 2024. C'est-à-dire que c'est pas de la science-fiction, dans ce que vous nous proposez. Non, s'il y a une conviction profondément enfouie en moi, c'est bien celle que la fiction marche toujours à un pas en avant de l'histoire. Et ces femmes-là
raconte une manifestation qui a lieu en 2024, qui sera l'année où auront lieu les Jeux Olympiques en France. Pourquoi en 2024 ? Parce que là aussi, il suffit de regarder un peu autour de soi et de voir que les Jeux Olympiques, dans tous les pays où ça a eu lieu, sont toujours une occasion pour les gouvernements pour mettre en place un certain nombre de mesures sous prétexte des Jeux. Alors là, dans ces femmes-là, il y a plusieurs prétextes. D'une part, il y a la mise au travail obligatoire de ceux qui sont au chômage, de ceux qui touchent des allocations de survie. Ils doivent évidemment, gratuitement et bénévolement, travailler dans les chantiers qui mettent en place les différents stades et lieux sportifs prévus. Alors, cette chose-là, ça a déjà été fait avec beaucoup de succès, par exemple par Adolf Hitler en 1936. Mais ça a été... Enfin, c'est pas du tout une idée qui est perdue. Il y a un mois, par exemple, messieurs Wauquiez et Ciotti ont défendu cette idée. Il faut faire travailler les chômeurs, il faut faire travailler les allocataires du RSA. Pas les faire travailler bénévolement. Donc, c'est une idée. Puis il y a une autre chose qui va motiver l'action de ces femmes-là, c'est que le gouvernement a décidé de regrouper tous les musulmans dans des quartiers, soi-disant pour les protéger. Alors bien sûr, c'est inacceptable, la création de ghettos ouvertement est inacceptable, et donc va se lever une énorme manifestation contre ça. Et puis va se lever aussi parallèlement une manifestation qui soutient les positions du gouvernement. Donc, ce qui est étonnant, enfin ce qui m'étonne moi tout simplement, c'est que ce que nous pouvons voir aujourd'hui dans toutes les villes de France, dans toutes les rues, dans tous les ronds-points, c'est exactement ce que j'ai décrit dans ce livre que j'ai écrit il y a plus d'1 an, comme s'il y avait quelque chose justement, comme si la fiction était en avance de l'histoire, y compris sur ce qui est la surveillance policière, la répression et la mise en place. Alors soit on le dit de façon aimable d'une dérive autoritaire du gouvernement, et soit on le dit de façon moins aimable, avec l'apparition d'un néo-fascisme sournois. Alors, je sais que c'est une grande discussion que nous avons eue, notamment au monde diplomatique. Est-ce qu'il faut parler de néo-fascisme ? Voilà. Nous n'étions que deux à défendre l'idée qu'il fallait parler de ça, Frédéric Lordon et moi. Mais en même temps, Braxton, le grand historien américain, dit une chose très juste. Il dit c'est pas parce que le fascisme contemporain ne reproduit pas les figures du fascisme historique que ce n'est pas du fascisme. Donc il va bien falloir savoir à un moment comment nommer l'adversaire. Et on revient à la littérature, utiliser le mot juste et nommer les choses par leur nom. Bien, vous avez parlé précisément de ce pays qui est gangréné par le totalitarisme. Et donc, la question des chômeurs, comment on va les obliger à travailler gratuitement, mais aussi la culture qui est encadrée par des circulaires sur le théâtre, le cinéma. Donc, on essaye aussi d'enfermer l'expression artistique et de la réduire. Là encore une fois, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui en France pour voir que tout ce qui est notamment de l'ordre du spectacle vivant, du théâtre, de la musique, etc., souffre énormément de toutes les restrictions budgétaires, qui est devenue la bonne excuse à tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis si admiratif de ce festival, qui réussit à faire quelque chose dans une situation qui est très difficile pour tout le monde. Et là, on réussit à faire aimer les livres, rencontrer les auteurs et les lectrices et les lecteurs, je trouve ça très bien. Mais c'est vrai qu'il y a là aussi une très forte pression. Bon, le cinéma et la télévision en France, nous sommes dans une période terriblement régressive. C'est-à-dire que le pire académisme est considéré comme du grand style, et finalement on essaye de vendre à toute force des comédies. Ce qui n'est pas de la comédie, et essentiellement de la comédie avec des actrices ou des acteurs, voire des animateurs de télévision, n'intéresse pas. J'étais stupéfait de voir que le film de Valérie Lemercier qu'elle va tourner a un budget de 17 millions d'euros.
ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens d'aucune manière. Enfin, j'imagine qu'elle en prend une grande partie à titre personnel, mais enfin, c'est hallucinant de voir ça, alors que c'est extrêmement difficile de faire des films. Le film que vous verrez peut-être cet après-midi, Mélancolie ouvrière, qui m'a fallu près de 3 ans et demi pour arriver à le financer et à le tourner, ça a coûté 2 millions d'euros. Ça a coûté 2 millions d'euros avec Virginie Ledoyen, Philippe Torreton, François Cluzet, François Morel, Marc Barré, enfin quelque chose d'extrêmement présentable. Donc on est bien là aussi dans ce que je disais tout à l'heure, le mur de l'argent, les choix sont faits, et bien il faut là aussi ne pas renoncer et passer par où on peut passer. Mais j'en profite pour dire une chose sur Mélancolie ouvrière. Mélancolie ouvrière, ça raconte l'histoire de Lucie Beau, qui était une syndicaliste française qui, en 1905 et 1906, mène 2 grandes grèves dans les filatures à Vizy et Voiron, près de Grenoble. Pourquoi je dis ça? Parce que ces femmes-là, ça se passe en 2024, c'est-à-dire un pas en avant. Lucie Beau, ça se passe peut-être un peu en arrière, vers 1905-1906. Mais d'un seul coup, la distance prise avec l'histoire, que ce soit par devant ou par derrière, nous permet d'avoir ce regard critique sur le monde que je crois que l'œuvre de fiction nous permet plus que toute autre chose. Et parce que là, nous parlons savamment de choses savantes, mais dans un roman, les questions de l'immigration, les questions de la répression policière, les questions du chômage, les questions de la précarité, de la pauvreté, tout cela, ça s'incarne. Et c'est ça la force du roman. C'est-à-dire que, bien sûr, vous savez, comme moi, quand on lit un livre, on se lit dans le livre. Et bien là, soudain, on se lit face à quelqu'un, face à un autre. Et c'est vrai que je fais très attention dans mes livres à ce que les personnages, quels qu'ils soient réellement des personnages, c'est-à-dire avec une pensée, des sentiments, des envies, des peurs, des désirs, voire du désespoir, une sexualité, qu'ils aient faim, qu'ils aient froid, etc. Je veux dire, de bien faire sentir le tremblement de la vie et que jamais le livre ne juge les personnages. Il y a une chose qui m'a toujours amusé intérieurement par rapport à mes livres, beaucoup de commentateurs par fainéantise, parce que, à mon avis, ils ne connaissent rien, à cause de mon nom, qui rime en A, m'associe à Zola. Mordilla, Zola. La rime est pauvre, mais enfin bon, il y a toujours ça. Sauf que moi, je n'appartiens pas du tout à la tradition littéraire magnifiquement incarnée par Zola. Chez Zola, il y a la position de l'écrivain omniscient qui fait partager à ses lectrices et à ses lecteurs les actions, les pensées de ces personnages, et qui, au fur et à mesure, produit aussi une analyse en tant qu'auteur qu'il veut faire partager à ses lecteurs. Moi, j'appartiens, ma mère était américaine, ma culture littéraire est tout autant anglo-saxonne que française, et j'appartiens à un autre côté de la littérature, qui est ce côté anglo-saxon, où, en réalité, seule l'action existe. Il n'y a pas de commentaire de ma part. Il y a l'action est toujours l'action. Et la psychologie des personnages, eh bien, le lecteur ou la lectrice simplement la comprend à travers ce qu'ils font, à travers ce qu'ils disent, et à travers les circonstances où les choses se produisent. Et c'est là qu'il y a une différence importante et que il faut essayer de se laisser porter. Vous savez, je ne sais pas, il y a beaucoup d'écrivains ici, vous pourrez leur poser la question, mais moi j'ai toujours cette espèce de fantasme d'une lectrice ou d'un lecteur idéal qui ouvre mon livre et qui le lit d'un trait jusqu'au bout. Ça, c'est magnifique, parce que justement, ce qui compte, c'est le rythme, c'est l'action, J'en ai rencontré quelques-uns qui ont fait ça, quelques-unes d'ailleurs. Et ça, c'est extraordinaire, mais parce que eh bien oui, c'est ça que j'aimerais faire sentir aussi, c'est ce mouvement, cet allant, surtout dans le cadre d'une manifestation, il faut que les gens se déplacent. Dans le roman, face à la dérive autoritaire,
du pouvoir politique, il y a la lutte de femmes et d'hommes. Vous n'éludez pas la question des hommes, la présence des hommes. Ils sont là, précisément. Non. Pour vous dire, je n'ai, je crois, jamais écrit, non, je suis certain que je n'ai avoir jamais écrit un livre ou fait un film à partir d'un sujet. On me dirait, faites donc un roman sur la dérive autoritaire d'un gouvernement, ça ne m'inspire rien. Je pars toujours d'une image fondamentale que d'abord j'essaye de m'expliquer à moi-même et d'expliquer aux lectrices et aux lecteurs. Là, l'image fondamentale, c'est celle d'une jeune femme qui s'appelle Daisy, qui a 25 ans, qui est professeure des écoles, qui est donc institutrice en maternelle, et qui, au début du livre, se réveille avant que son réveil sonne. Tout le livre est dans cette histoire. C'est-à-dire, c'est l'histoire de quelqu'un qui, avant les autres, prend conscience de ce qui va se jouer, de ce qui est en train de se produire et de ce qui va advenir. Et c'est vrai qu'elle est le personnage, non pas principal du livre, puisqu'il y en a une trentaine ou une quarantaine de personnages, mais celle qui, secrètement, emmène le récit. Alors, il y aura beaucoup d'autres portraits de femmes parce qu'on rencontre dans le livre des femmes de tout âge, de toutes conditions. Je n'ai pas fait un quota, etc. Les choses se sont passées comme ça, mais qui, les unes et les autres, encore une fois, j'insiste là-dessus, sont de vrais personnages. Par exemple, celle qui organise la contre-manifestation, la manifestation de soutien au gouvernement, est un personnage équivalent de Daisy qui, elle, est de l'autre côté. Et là, pareil, elle a des convictions religieuses, des convictions politiques, elle a des doutes, elle a des secrets, elle a des peurs, etc. Enfin, elle existe en tant que femme, elle n'était pas simplement le signe de quelque chose. Et puis, on voit aussi bien une femme qui est professeure en fac de littérature, une autre qui est femme de ménage, enfin, les classes sociales et les origines des uns et des autres sont tous là. Et puis, bien sûr, j'en viens à ce que vous avez cité, il y a aussi les hommes. Mais dans tous mes livres, et dans tous mes films, je dois dire, s'il n'y a jamais de héros au sens masculin du terme, il y a toujours des héroïnes. Et là, dans ces femmes-là, c'est au fond la même chose. Les hommes sont importants parce que les hommes incarnent ce qu'ils incarnent dans la société. L'ambition, la réussite, le pouvoir. Eh bien, là, effectivement, il y en a un des personnages importants, qui attend impatiemment que la manifestation se déroule, qu'elle se déroule mal, que tout explose, et qu'à la suite de cela, il y a un remaniement du gouvernement qui l'appellera, lui, au poste de Premier ministre. Il a une ambition extraordinaire par rapport à lui-même. Il y a aussi, dans l'autre façon, si je veux dire, un syndicaliste qui a réussi à remonter un syndicat, puisque les syndicats sont laminés, comme c'était le cas sous Margaret Thatcher, et qui, lui, défend l'idée du bien commun, d'une certaine manière, au risque d'ailleurs de sa vie. Donc ils sont là, mais ils ne sont pas les protagonistes de l'histoire. Le mouvement profond de l'histoire vient des femmes. Alors, j'ai réfléchi parce que pourquoi cela existe-t-il dans mes livres et dans mes films? On ne décrète pas non plus, je vais faire un livre avec des femmes, ce serait ridicule. Mais il y a deux axes, si je puis dire, de réflexion. D'une part, il y a une chose que j'ai vécue il y a longtemps maintenant, plus de 30 ans, à Manchester, en Angleterre, où j'étais avec mon ami Jérôme Prieur pour voir le papyrus Ryland. Ça ne vous dit rien, le papyrus Ryland, c'est un petit morceau de papyrus comme ça, qui est vraisemblablement la plus vieille copie d'un évangile selon Jean. Les épigraphistes datent ça aux alentours de 150, ce qui, du point de vue de l'historiographie, fait que c'est le document le plus proche de sa source que l'on connaisse. Virgile, c'est 8 siècles, Homère, c'est 12 siècles, et ça, 150 ans.
Bon, ça ne nous a pas pris la matinée de voir le papyrus Ryland, de discuter des conditions de tournage avec le conservateur. Donc nous sommes allés dans Manchester, nous avons erré dans Manchester, et puis dans une tente comme celle-ci, plus petite, mais enfin dans une tente de ce même genre de tente, nous avons rencontré des femmes, des mineurs qui avaient mené cette très grande grève contre Margaret Thatcher. La grève était finie, la grève était perdue, les syndicats étaient laminés, détruits, le chômage était massif. Et bien sous cette tente, les femmes des mineurs, leurs sœurs, leurs petites amies, leurs cousines, leurs voisines, leurs grand-mères, je ne sais pas, continuaient le combat. Elles vendaient des brochures pour expliquer ce qui avait été fait, ce qu'il fallait faire, comment fallait continuer, et puis elles vendaient aussi des gâteaux pour soutenir une caisse réservée aux chômeurs. Donc, on a passé quoi, un quart d'heure, 20 minutes avec elles, on a acheté des brochures, on a acheté des gâteaux, on a échangé quelques mots, etc. Et finalement, je pense que moi, je suis sorti de là absolument admiratif de ces femmes, parce que ces femmes, c'était pas les mineurs, c'était leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, c'était elles qui avaient fait vivre la grève réellement, c'est-à-dire qui l'avaient nourrie, qui s'étaient occupées des maisons, des enfants, etc., et qui jamais n'étaient apparues au premier plan. Et au bout du compte, quand tout semble terminé, les plus déterminées, les plus endurantes et finalement les plus courageuses, c'était elles. Eh bien, dans mes livres comme dans mes films, il n'y a pas de femmes de mineurs, il n'y a pas de sœurs de mineurs ni de voisines, mais je suis certain qu'il y a en tout cas leur fantôme. Ça, c'est une des choses. Et puis l'autre chose qui là aussi m'interroge, c'est que je me rends compte que toutes mes amitiés littéraires ont été et sont majoritairement des amitiés féminines. J'ai été très lié avec Geneviève Serrault, dont le nom vous dit plus grand-chose, mais qui a été une des premières traductrices de Brecht et qui dirigeait la revue Les Lettres Nouvelles. Aujourd'hui, Geneviève, on dit, c'est la mère de Colline Serrault. Mais Geneviève était une romancière absolument magnifique. J'ai été très lié avec Christiane Rochefort, avec Marguerite Duras, dont j'ai publié dans Libération l'été 80, avec Nathalie Sarraute, à qui je dois une scène magnifique de mon film en compagnie d'Antonin Artaud, avec Béatrice Beck, sur qui j'ai fait un film, et puis aujourd'hui, par exemple, avec Annie Arnaud, avec qui j'entretiens toujours une correspondance et avec qui nous nous retrouvons régulièrement dans des actions directement politiques. Donc, il y a cette appétence pour moi de ce côté-là de la littérature aussi, et finalement, de ce que peuvent apporter les femmes, parce que sans doute ai-je une sensibilité particulière à toujours être du côté des opprimés. Et si on regarde la condition féminine, en France bien sûr, mais aussi partout dans le monde, il n'y a pas de condition plus opprimée que la condition féminine. Ici, évidemment, beaucoup reste à faire. Et par exemple, quand on voit ce qu'a fait Lucie Beau en son temps, et que les choses finissent par arriver aujourd'hui, on se dit que c'est un combat vraiment de très longue haleine. Et si on regarde partout dans le monde, on se dit que la condition des femmes est une condition épouvantable. De façon majoritaire. J'aimais beaucoup ce que disait René Dumont quand il disait « L'homme le plus pauvre du monde est une femme africaine ». Eh bien oui, c'est exactement ça. Donc bref, tout ça pour dire que ces personnages-là, cette histoire-là, cette sensibilité-là, eh bien, oui, c'est ça qui fait la chair vive de ces femmes-là. Parce que ces femmes-là, le titre, c'est simplement parce que un des personnages masculins, qui est d'ailleurs un militaire qui était responsable de la surveillance générale, parle d'elle avec un certain mépris, voire un certain dégoût de ces femmes-là. Voilà. Et ces femmes-là reprennent ça à leur compte pour dire, eh bien oui, c'est nous, et c'est nous qui sommes là. Ces femmes-là. Ça marche plus. Ah si, c'est bien, pardon. Ces femmes-là, justement, le texte est construit de manière
donc autour de Daisy, mais c'est pas autour de Daisy, en fait c'est plusieurs portraits comme vous l'avez dit, mais c'est elle qui tire effectivement, c'est assez exceptionnel, et construit de manière que ces femmes-là, au départ, sont épouses d'eux, femmes d'eux, mais au fur et à mesure que le récit avance, on a l'impression que l'écriture épouse la transformation. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, en toute honnêteté, sincérité. Ce qui est extraordinaire, c'est que le récit, le texte, la langue suit la transformation de cette femme. De fait que quand on arrive à un moment donné, il y a une libération, et c'est elle qui participe au dénouement. Vous devriez être critique littéraire. Non, mais c'est très justement lu. Le livre a une structure à la fois classique et pas classique. Il y a évidemment 3 parties. Avant la manifestation. Alors là, c'est un pari littéraire de faire arriver, vous avez tout à fait bien vu, les personnages, un peu comme on arrive au théâtre, les uns après les autres. Et effectivement, les femmes sont à ce moment-là désignées par rapport à leur mari, leur compagnon ou leur fonction. Hein, elles sont ce qui est la banalité même dans notre société. Et ce qui était délicat, c'était d'écrire cet avant en gardant l'intensité dramatique qui permet au lecteur de tourner toujours une page de plus, alors que l'action n'a pas réellement commencé. Et on sent que ça monte, si j'ose dire. La deuxième partie, qui est pendant, mais plus classique, puisque c'est la description de la manifestation, de son débordement, il se passe beaucoup de choses. Évidemment, les choses tournent mal et ne tournent pas ni comme l'avaient pensé les manifestants, ni comme l'avait pensé le gouvernement. Il y a différentes choses. Les 2 cortèges, celui pour et celui contre, finissent par se rejoindre et donc par s'affronter. Il y a là soudain une sorte d'emballement général du récit, avec les violences que l'on peut imaginer, avec une sorte de folie générale, jusqu'au moment où un incident météorologique qui se met à pleuvoir de façon terrible, et vous savez, j'ai toujours adoré dans les manifestations quand il se met à pleuvoir, il y en a toujours pour scander météo nationale, météo du capital. Ça fait toujours rire, et ça fonctionne très bien. Et là, évidemment, il y a une dispersion générale, ça tourne à l'émeute, au pillage, etc. Et puis, la troisième partie, qui était là aussi un pari littéraire de nature différente, mais aussi un pari aussi important que la première partie, c'est que dans la troisième partie, après, il n'y a plus que les femmes. Pourquoi il n'y a plus que les femmes? Pour des raisons, je dirais, de contexte, parce que notamment les syndicalistes, le syndicat a été mis hors la loi, donc les syndicalistes sont recherchés, il y a une répression policière, militaire extrêmement importante, et les seuls qui restent en capacité d'agir, ce sont les femmes. Et elles vont s'organiser entre elles, sans autre, finalement, mot d'ordre, ou sans autre attachement que leur condition de femme. C'est ce qui va les réunir, c'est ce qui va faire que, à travers les âges, à travers les conditions sociales, à travers les professions, les unes et les autres vont se retrouver. Et, encore une fois, c'est important que ce qui sera là en jeu, au-delà des enjeux strictement politiques de l'histoire, ce sera des enjeux individuels, intimes, parce qu'on ne traverse pas une histoire comme celle-là sans en être profondément bouleversé, atteint, etc. Et donc, c'est ça le pari. Et j'espère l'avoir tenu jusqu'au bout. De mon point de vue, il a tenu ce pari littéraire, véritablement. Alors, mais il y a quand même Daisy, ce personnage qu'on suit, qu'on retrouve, qui est là, qui a une certaine force, surtout après avec la rencontre avec Marion. Daisy a une généalogie de silence. Là, on a voulu dire quelque chose sur la question de la transmission. Oui, parce que Daisy s'interroge sur une chose qui la trouble beaucoup. Son grand-père, son arrière-grand-père, est mort, son grand-père est mort en 14-18, et on ne sait pas où et ni dans quelles circonstances. Il y a 2 interprétations dans la famille, où il est mort dans un bombardement, où
il aurait été parmi ceux qui se seraient révoltés en 17. En tout cas, il n'y a plus aucune trace de lui. Et puis, son père a un jour disparu de la maison sans que plus jamais on ne le revoie. Elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est parti un dimanche où rien ne s'est passé, il n'y avait pas de dispute familiale. Là. Et puis, dans l'histoire, dans ces femmes-là, elle a une relation amoureuse. C'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est une relation amoureuse avec un camarade qu'elle a connu à la faculté, qui fait de la sociologie, qui là est un des personnages extrêmement dynamiques et importants de l'histoire, qui lui aussi va disparaître dans la bataille. Donc elle est toujours à affronter finalement cette espèce de trou noir qui est son origine. D'où vient-elle? Qui sont-ils? Et pourquoi les gens autour d'elle, et pourquoi les hommes autour d'elle disparaissent-ils sans jamais laisser de traces? Je ne réponds pas à la question. Oui, même si vous ne répondez pas à la question, il faut lire le livre, c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais moi j'y vois, j'y pense, tous ces silences autour de précisément la Première Guerre mondiale, la Seconde, les guerres de colonisation, dans l'histoire de France, toutes ces choses comptaient. Ah oui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est curieux, la France est quand même un pays extraordinaire pour ça. Parce que je crois que la France, plus que tout autre pays, en tout cas que tout autre pays européen, reconnaît une histoire. Alors là, avec un H majuscule, l'histoire de France. Et si on prend le cinéma comme critère, alors là, ça devient très intéressant. Parce qu'on se dit que les Français ne supportent cette histoire majuscule qu'en termes géographiques. Vous prenez la Révolution française. Il y a très peu de films sur 1789. Le dernier, ça a été le film de Pierre Scholler. Et il n'y en aura pas d'autres avant 10-15 ans. Comme en plus ça n'a pas du tout été un succès, ça ne risque pas de recommencer. Il y a très peu de films. Il y avait celui d'Enrico, il y avait évidemment celui de Renoir. Il y a très peu de films. Sur 93, n'en parlons pas, je crois qu'il n'y en a quasiment pas. Quoi. Il y a peut-être le Danton de Vajda, mais c'est un peu avant. Et là aussi, il y aurait beaucoup à discuter. Il n'y a rien. Ensuite, vous prenez 48, la Commune. La Commune, c'est impossible. En 1800, il n'y a pas de film français. Enfin, si, il y en a 3. C'est pas difficile. Enfin, il y a le film de Kozintsev, qui est un film russe en 1933. Il y a le film de Peter Watkins, qui a été fait dans les années 70 à l'INA en France. J'y étais, et donc j'ai vu ce que c'était. Puis il y a un film de Joël Farge qui était dans une série de films, où il y avait 3 réalisateurs, là aussi dans les années 70, sur la semaine sanglante. Il n'y en a pas. On a tous essayé de faire des films sur la Commune. Costa Gavras, Comolli, j'ai cru à un moment qu'on allait y arriver, parce que Jean Vautrin avait publié un roman qui s'appelle Le Cri du Peuple. Quand Jean publie son roman, on va bras dessous chez Hachette, qui était dirigé par René Kleitman, qui était un ami. On lui dit, ben voilà, il y a le livre de Jean, on écrit l'adaptation, je fais le film, et enfin, on fait un film sur la Commune. On s'est quittés bons amis, 3-4 jours plus tard, René nous a appelés pour dire que, désolé, mais la direction d'Hachette s'opposait à ce qu'on fasse un tel film. C'est là que Jean a eu l'idée d'aller voir Tardy pour en faire une bande dessinée. Bref, il n'y a rien sur la Commune. Hein, je ne sais pas si on y arrivera un jour. Si vous prenez les guerres coloniales, sur l'Indochine, il y a une fois pour toutes la 317e section de Pierre Schondorfer. Sur la guerre d'Algérie, il y a à peu près un film tous les 5 ans qui suit le même itinéraire. Un immense succès de presse, il y en a haut comme ça. Le film que j'ai fait sur la guerre d'Algérie, Cher Frangin, je crois ne jamais avoir eu autant de presse sur un de mes films. C'est incroyable. J'avais fait la une de Libération, 6 pages, il y avait 3 pages dans le Nouvel Obs. Enfin, ça avait pas un spectateur en salle. Personne. C'est un refus complet de voir les choses. Quand Kassovitz a voulu faire un truc sur la grotte d'Ouvia, ça lui a pris 5 ans et il n'y a pas eu un spectateur. Je veux dire, ça a été bon. Donc on voit bien qu'il y a ce refus de l'histoire si elle n'est pas géographique, si elle n'est pas l'histoire des victoires. Et donc ça va avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur le refus du réel. D'une certaine manière, on ne veut pas voir le passé,
connaissez la phrase de Marx qui ignore le passé est condamné à le revivre, et on ne veut pas voir non plus le présent. Il y a l'idée finalement que nous devrions vivre dans un imaginaire qui ne serait là que pour nous conforter, pour nous rassurer, pour nous distraire. Et la tendance à cela est extrêmement puissante en ce moment. Quand on parle de ce livre, j'ai cherché, donc, et on cite toujours cette phrase qui est reprise en 4e de cours, et je trouve que c'est assez réducteur. Parce que, au-delà de prise de position de l'auteur, il y a l'écriture elle-même, l'écriture littéraire. Et il me semble, moi, qu'on oublie, qu'en parlant de cet ouvrage, on oublie de parler de littérature. Et il me semble, là, par exemple, la manière dont vous utilisez l'ellipse, je trouve assez extraordinaire à chaque fois. Bien sûr, il y a la métaphore, il y a l'oxymore, mais quand on parlait de cette généalogie, vous dites une mise en deuil du soleil et des corps. Et ça suffit. Et ça suffit. Il n'est pas question de faire 10 pages sur cela. Juste cela, et c'est à l'auteur, c'est au lecteur, à la lectrice, d'imaginer qu'est-ce que c'est que ce deuil. Oui, mais là aussi, j'ai envie de vous dire, bon, c'est bien lu, et c'est d'autant mieux lu que je pense très souvent à une chose qui m'avait beaucoup plu de Giacometti, à qui on reprochait de faire des sculptures trop maigres. Et Giacometti a fait cette réponse magnifique. Il avait dit « j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire ». Bien, je crois que ma façon d'écrire, c'est aussi d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, et surtout, c'est vrai que sur le plan littéraire, aussi surprenant que cela puisse paraître, puisqu'on a parlé de beaucoup d'autres choses, mais en réalité, le genre littéraire qui me semble le plus proche de ce que j'écris, ça vous paraîtra peut-être étonnant, mais c'est la poésie en prose. Pourquoi ? Parce que ce qui m'importe avant toute chose, c'est le rythme de la phrase. C'est justement cette ellipse, cette capacité à faire que le livre avance à la vitesse d'une projection cinématographique. Quand on va au cinéma, on s'assoit, ça commence et on va jusqu'au bout. Eh bien, intérieurement, j'ai envie que ce soit cela aussi pour mes livres, et pour cela, ça suppose d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Parce que le public aujourd'hui, les lectrices et les lecteurs, savent aussi lire, et qu'ils peuvent être portés par ça. Il n'y a pas la nécessité qu'il y avait, par exemple, au XIXe siècle ou dans les siècles précédents, de décrire par le menu telle ou telle chose qui était absolument inconnue jusqu'alors. Aujourd'hui, si quelqu'un, je ne sais pas, c'est une banalité, téléphone, j'ai pas besoin de décrire le téléphone. On sait ce qu'il y a un téléphone, on sait ce qu'il y a un train, on sait ce qu'il y a une voiture. Donc, je crois que c'est ça, et qu'il y a cette idée de faire exister aussi là, par le style lui-même, l'intériorité des personnages. Je vais donner un autre exemple que ces femmes-là, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les vivants et les morts », qui fait près de 700 pages et qui a une particularité, c'est entièrement écrit au présent. Et le présent est un temps extrêmement délicat à manier en français. Ça a une âpreté, une violence, une dureté qui induit une forme d'écriture, là encore, très proche de la poésie en prose. Parce que ne peut pas y avoir un adjectif en trop, un verbe mal placé, etc. Toute la page dégringole. Eh bien, voilà. Cette dureté, cette violence, cette âpreté qui était dans le texte était bien entendu celle que vivaient les protagonistes de l'histoire. Eh bien, il y a quelque chose de tout à fait parallèle dans ces femmes-là. On va terminer par cette phrase qui, moi, me plaît. Vous dites « La laideur n'existe pas en parlant des femmes ». Et ça, je crois que c'est à vous de terminer cet entretien. Terminons sur ça, oui, la beauté dans la rue, puis il y a des débat, tout simplement. Non, mais j'avais écrit ça et j'étais intervenu parce que
à la radio, comment il s'appelle, Yann Moix avait dit des conneries, pour pas dire autre chose, tout simplement sur cette idée qu'il ne pouvait supporter que les jeunes filles, etc. Je ne sais pas où il a vu ça. Enfin, je me dis, tiens, il doit être plus ou moins impuissant, donc il faut qu'il ait des choses qui sont de l'ordre des amusements entre 7 et 8 ans. Voilà, moi je crois beaucoup, enfin, encore une fois, je crois que le combat qui est amené, qui est d'une certaine manière le porteur de tous les autres, c'est le combat lié à la condition féminine, et qui est un combat qui se mène, en France, on voit bien, sur l'égalité salariale, sur l'accès aux responsabilités, mais même sur la place générale qu'on accorde aux femmes avec cette idée, et beaucoup de politiques disent ça, pensent que en réalité les femmes devraient retourner chez elles, comme par exemple dans les pays de l'Est, pour s'occuper de leur famille et de leurs enfants. C'est très intéressant de voir. Par exemple en Tchéquie, ça m'a beaucoup frappé ça. En Tchéquie, le chômage est très mal rémunéré. Les gens qui sont au chômage touchent très peu d'argent. Mais les allocations familiales qui permettent le retour dans les foyers des femmes sont à un niveau extrêmement haut. C'est-à-dire qu'il y a une poussée très puissante de la société pour ramener les femmes, pour les faire sortir du monde du travail, pour les ramener dans les maisons. Bien, ce combat-là, et d'autres, c'est pour moi le combat essentiel. Et je crois que si un livre peut participer et soutenir et mobiliser encore un peu plus les uns et les unes, parce que je pense que les hommes ne sont pas étrangers et ne doivent pas être étrangers à ce combat, eh bien je n'aurais pas écrit en vain. À 13h30, alors en scène, le film Mélancolie ouvrière, suivi d'un entretien avec Gérard Morguia. Merci infiniment. Merci à toutes et tous. Merci Gérard. On retrouve Gérard Morguia pour des dédicaces à l'espace.